Hello tout le monde et bienvenue dans cette cinquième session de formation d'initiation au framework Angular qui est co-organisée par GDG Cloud Abidjan et GDG Bassam. Donc pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, donc il s'agit d'une session de formation dont l'objectif est de vous donner des bases sur lesquelles vous pourrez construire par la suite parce que le constat c'est que beaucoup de personnes ont du mal à démarrer avec Angular et ils se perdent généralement dans les tutos et tout. Donc l'idée c'est de vous donner un chemin, de vous guider dans l'apprentissage ou dans l'initiation de ce framework et en partageant également mes expériences avec vous. Donc il s'agit d'une formation de 8 sessions de 1h45 chaque mardi et jeudi. Et cela se structure, le programme se présente comme suit. Donc nous avons couvert jusque-là les 4 premières sessions. Donc aujourd'hui, nous sommes à la cinquième session. Donc pour un rappel rapide, nous avons fait une introduction rapide au TypeScript, vu que faire du Angular nécessite d'avoir des connaissances TypeScript. Nous avons vu comment créer un nouveau projet de zéro, comment créer des composants lors de la deuxième session. Dans la troisième session, nous avons vu comment rendre les composants réutilisables en échangeant les données entre eux. Nous avons vu la dernière fois comment créer les éléments que Angular nous fournit pour pouvoir afficher, par exemple, des éléments dans le DOM, lorsque nous en avons besoin, les cacher, boucler sur une liste d'éléments, etc. Ce qu'on appelle les directives. Donc, nous avons vu les différents types de directives qu'il y avait. Et nous avons également prévu, normalement, voir les nouveaux fruits de contrôle, qui est la nouvelle façon de réaliser les choses depuis la version 17 d'Angular, mais que nous n'avons pas pu voir la dernière fois. Donc aujourd'hui, on va repasser rapidement sur ces choses et voir comment les services nous permettent d'isoler la logique de nos composants afin de les rendre réutilisables dans plusieurs composants. Donc, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois également, permettez-moi de me présenter. Donc, moi, c'est Modeste Sessionbon. Je suis développeur web JavaScript et créateur de contenu. On crée du contenu autour des technologies JavaScript, à savoir le JavaScript lui-même, Angular et Node.js. Donc, je partage tout cela sur ma chaîne DevPropulsor. Donc, si vous vous intéressez au JavaScript ou au développement web de façon générale et que vous souhaitez approfondir vos connaissances dans le domaine, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne. Donc, je publie des vidéos, que ce soit sur les bonnes pratiques, la programmation fonctionnelle. Donc, je reprends les bases et aussi d'aller un peu plus, de donner des connaissances poussées, surtout sur le côté JavaScript. Donc, vous pourrez également me retrouver sur les médias sociaux, soit à travers ce hashtag ou avec mon identifiant qui est le RBLMDS. Donc, si nous revenons avant de commencer au programme, la façon dont nous structurons les choses, c'est que pour chaque session, pas besoin de prendre une machine et d'essayer de faire les choses en même temps que je le fais. Donc, vous allez perdre du temps et vous allez ne pas suivre ou être déconcentré. Donc, l'idée de ce qu'on fait depuis le début, c'est que pour chaque session, je présente un thème. Donc, j'explique cela à travers des exercices pratiques. Et à la fin de chaque session, d'abord, vous avez accès aux slides et vous avez également un exercice final, un exercice projet fil rouge qui vous permet de mettre en pratique tout ce que nous avons vu. Donc, l'idée, c'est de vous challenger et de vous permettre à vous-même de rencontrer des problèmes pendant que vous pratiquez, de faire des recherches, de trouver des solutions. Donc, c'est de cette façon qu'on apprend. Donc, le projet qu'on utilise jusque-là, c'est un projet qui s'apparente à ceci. Je vais faire juste ça. C'est un projet qui s'apparente à ceci. Donc, l'idée finale, c'est que à la fin, nous souhaitons avoir le projet. Nous souhaitons avoir à la fin une liste de contacts dans laquelle nous pourrons ajouter des éléments, les supprimer. Tout. Donc, c'est un include. Donc, on va aller progressivement. Donc, au début, nous avons commencé par créer ce composant en affichant les données. Ensuite, nous l'avons rendu réutilisable en pouvant les passer les données de contact depuis l'extérieur. Donc, la dernière fois, nous avons vu un peu comment utiliser les directives et l'exercice consistait à utiliser ce tableau, à le rendre dynamique en ayant
une liste d'éléments à l'intérieur avec la possibilité de rendre ces boutons fonctionnels. Donc, l'idée derrière, c'est que lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton détail, cela va afficher cet élément. Donc, il faut comprendre également, pour ceux qui nous ont rejoints, que ceci est un template qui est fourni afin de faciliter la tâche, de sorte que vous n'ayez pas à ajouter des librairies ou à vouloir faire du CSS et tout ça. Donc, tout ceci est fourni dans le projet. Donc, nous allons vous partager le lien après. Donc, il s'agit d'un lien vers un repo Git. Donc, il s'agit de tout ça. Donc, tout ça est accessible ici. Donc, l'idée, c'est de vous mâcher le travail pour éviter de vous d'écrire le HTML, mais de vous focaliser juste sur la partie Angular pour laquelle nous sommes là. Donc, il y a également le CSS qui est disponible lorsque vous récupérez le projet. Vous avez les différents CSS qui sont là. Donc, chaque CSS est structuré pour l'utiliser pour une partie spécifique. Donc, même si vous avez accès à tout le projet, vous pouvez récupérer juste la partie qui concerne la session en question. Donc, voilà, présenter un peu le projet que nous utilisons. Donc, la dernière fois, nous étions à la session 4. Donc, si vous regardez également le projet en ligne, vous allez voir que pour chaque session que nous faisons, nous créons une branche sur laquelle nous travaillons. Donc, si je prends ça, je prends code. Si vous prenez la partie branche, donc à la fin de chaque session, on crée une branche avec différents commits où nous résumons nos différents éléments. Donc, vous pouvez naviguer sur ces différentes branches pour retrouver tout ce que nous avons fait. Et n'hésitez pas également à regarder les commits si possible pour voir à chaque fois ce que nous avons fait sur le projet. Donc, ce lien, nous le partagerons avec vous à la fin de la session. Et les slides également, ne vous inquiétez pas, les slides aussi sont également partagés à la fin de la session. Donc, avant de commencer, il y a quelqu'un qui a posé une question sur le fait d'utiliser RxJS ou de passer sur les signaux. La question concernait la programmation réactive. Donc, même si la session d'aujourd'hui n'a pas rapport avec le RxJS, je vais quand même en parler. Ce qu'il faut savoir dans la communauté Angular, ce qui a constitué l'un des points d'adoption d'Angular par beaucoup de développeurs jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est RxJS en fait. Parce que pour apprendre Angular, comme on l'avait vu dans le premier slide, dans la première session, nous avons vu que pour faire du Angular, cela nécessite d'avoir certains prérequis. Donc, pour les prérequis, nous avons cité qu'il y avait du TypeScript à faire, il fallait apprendre à faire du TypeScript, il fallait apprendre à faire du RxJS, voilà, avant d'apprendre même Angular et évoluer avec. Alors, RxJS, c'est une librairie qui vous permet de réaliser la programmation réactive, mais vu qu'il faut l'apprendre avant d'apprendre le framework, beaucoup n'arrivent pas à faire ce travail. C'est comme pour le JavaScript. Normalement, si vous voulez vraiment évoluer avec un framework qui se base sur du JavaScript ou du TypeScript, en principe, vous devez prendre le temps de bien apprendre le JavaScript avant de le faire. Mais beaucoup essaient de brûler les étapes, donc de passer directement à du TypeScript sans connaître le JavaScript derrière, alors que tout ce qu'on fait, lorsqu'on traduit le code TypeScript vers c'est compilé à la fin, c'est transpilé vers du JavaScript à la fin, comme nous l'avons vu également. Donc, du coup, dans ce souci d'avoir à apprendre RxJS, parce que apprendre RxJS, c'est pas seulement la souscription, il faut comprendre même les concepts. Donc, comprendre ce que c'est que la programmation réactive, les opérateurs, c'est quoi un subject, quand souscrire et désouscrire, quand est-ce que le flux est complété, gérer les erreurs, il y a différents opérateurs à apprendre et tout. Donc ça rend souvent la tâche compliquée à beaucoup de personnes et je vous assure que je travaille depuis 2016 avec Angular et j'ai eu à travailler avec beaucoup de personnes. Et RxJS, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'anti-patterns que les gens font sans le savoir. Donc c'est un travail à faire en plus d'apprendre Angular. Et c'est toujours compliqué pour faire certaines choses, c'est compliqué. Alors que ça, c'est RxJS intégré par défaut dans Angular pour pouvoir faire de la programmation réactive. Donc, si je donne l'exemple lorsqu'on va parler de routing, lorsqu'on va parler de formulaire, lorsqu'on va parler de HTTP,
Tout cela se base sur le RIGS. Donc, vu ce problème qui est récurrent, qui revient à chaque fois, donc l'équipe Angular cherchait une certaine façon de faire qui est plus simple. Et la solution qui existait depuis, mais qui n'était pas utilisée, mais qui est revenue sur la table depuis un moment, c'est l'utilisation des signaux. Donc, comme on l'a vu la dernière fois, pour ceux qui étaient là, lorsque vous faites de la programmation réactive avec RxJS, vous avez beaucoup à apprendre. Alors que si vous prenez l'API public des signaux, vous allez voir que c'est une API qui est très simple comme nous l'avons vu la dernière fois. C'est-à-dire, on vous donne accès juste donc l'API des signaux, ça ressemble un peu à ça. Donc vous avez, pour mettre à jour, vous avez le update pour mettre à jour vos valeurs. Lorsque vous voulez créer un signal, vous le faites de cette façon. Lorsque vous voulez récupérer la valeur, vous faites appel au getter. Lorsque vous voulez la modifier, vous faites le set ou le update. Donc, il y a une API très simple qui vous permet de réaliser les choses qui ont été fournies par Angular. Angular s'est dit pourquoi ne pas adopter cela et faciliter la programmation réactive aux gens. Donc, c'est dans ce sens qu'on l'utilise aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, il fonctionne dans un système de publisher subscriber, c'est-à-dire que Angular se comporte comme un subscriber, c'est-à-dire que il souscrit au signal et à chaque fois qu'il y a des modifications de valeur, donc qu'est-ce que Angular fait? Angular appelle le getter pour pouvoir récupérer la nouvelle valeur. Et l'avantage aussi des signaux, c'est que c'est aux souscripteurs d'aller à chaque fois vérifier la valeur et regarder le contenu comme nous l'avons vu la dernière fois. Donc, c'est pas comme un RGS où la valeur vous est envoyée à chaque fois où un callback est joué. Mais ici, c'est à vous d'aller explicitement récupérer la valeur. Donc, ceci, le fait d'adopter cette façon de faire, ça facilite beaucoup de choses avec une API plus simple. D'où l'adoption des signaux depuis la version 16 d'Angular. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que RIJS, les signaux ne remplacent pas RIJS. Ça, c'est quelque chose de très important à savoir parce que les deux permettent de faire la programmation réactive, mais c'est deux concepts différents. Au niveau de RIJS vous fournit des opérateurs pour faire des choses poussées. Donc, des choses que vous ne pouvez pas faire en utilisant les signaux. Donc, lorsque vous voulez faire de la programmation réactive poussée, à un moment, vous êtes obligé de passer toujours par RIJS. Donc, voilà un peu. Donc, l'adoption des signaux, c'est pour faciliter des choses. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui dans la communauté, c'est que lorsque vous avez de la programmation réactive à faire, de la gestion d'état au niveau d'un composant, donc vous pouvez le gérer facilement avec les signaux, parce que vous avez tous les éléments pour pouvoir le faire facilement, la gestion d'état. Mais c'est lorsque vous voulez faire des choses poussées, par exemple réagir, avoir différents flux, les combiner, faire des opérations spécifiques dessus. Comme exemple, faire quelque chose à chaque fois, après un certain temps, lorsqu'une certaine condition est vérifiée seulement, des choses comme ça. Donc, vous passez forcément par les callbacks, le système de push pour pouvoir faire des choses comme ça. Donc, ce qui fait que faut faire la différence entre les deux et je dirais que lorsque vous évoluez dans l'utilisation du framework, que ce soit clair pour vous, avec les choses que nous verrons par la suite, vous saurez quand choisir RIJS et quand choisir les signaux de façon générale. Mais pour la majorité des choses que vous aurez à faire au niveau des composants, au niveau d'un composant, dans la majorité des cas, les signaux sont suffisants pour les faire. Et c'est lorsque vous allez interagir avec les formulaires, par exemple, réaliser des appels vers des services. Supposons que je veux réaliser des appels vers des services web, combiner ces appels. Je donne un exemple simple. Supposons que je veux faire appel à deux services de façon simultanée, récupérer les données pour faire un autre appel à un service. Donc, supposons que je récupère le nom et l'identifiant d'une personne de deux services différents et que je veux combiner cela, le résultat, pour refaire une autre requête. Les données pour refaire une autre requête. Donc, ça, par exemple, les signaux ne vous permettent pas de pouvoir faire des choses comme ça. Donc, vous passerez forcément par la programmation réactive avec RIJS pour le faire.
Donc voilà, mais je suggère peut-être voir avec GDG Cloud Abidjan. Normalement, perso, j'ai prévu une formation en juillet, début juillet, mais ce sera en présentiel, donc du coup, je ne pourrais pas le partager avec vous sur RIGS. Parce que perso, j'ai remarqué que beaucoup de personnes ont du mal à adopter RIGS. Donc, même si on allait signer aujourd'hui, cela reste toujours un frein pour beaucoup de personnes. Connaître RIGS indépendamment d'Angular, c'est quelque chose qui est important pour les développeurs à savoir, quoi. Donc, peut-être qu'on pourrait organiser peut-être une session, peut-être plus tard, à la fin comment dire ça, à la fin de la formation sur RIGS spécifiquement. Parce que c'est quelque chose qui, parler de RIGS, ça peut prendre 2 heures pour faire une explication dessus. Et je l'ai fait dans une précédente formation que j'avais fait avec GDG Lomé, mais j'ai pas prévu le faire dans cette session. Je le ferai, mais d'une façon très rapide pour ne pas perdre du temps dessus, quoi. Parce que vous pouvez prendre 2 heures et faire une formation RIJS et ne même pas la terminer, quoi. Donc, voilà un peu. Mais j'ai prévu quand même en parler, l'essentiel dont vous aurez besoin pour faire les choses de base, quoi. Donc, j'espère vous avoir apporté la réponse à la personne qui a posé la question et vous avoir éclairé aussi entre le choix de RIJS et tout, quoi. OK. Donc, du coup, nous allons reprendre la session d'aujourd'hui. Donc, comme je le disais, l'idée, c'est qu'à la fin de chaque session, nous avons un projet fil rouge que nous devons compléter ou nous challenger dessus. Donc, ce que nous allons faire ici, je suis revenu sur la branche master dans ce cas pour pouvoir juste récupérer les choses dont j'ai besoin. Donc, pour la session d'aujourd'hui, ou la session précédente, nous avons déjà créé ça, donc nous n'avons plus besoin de ça. Donc, nous avons besoin juste de ce tableau. Donc, ce que je vais faire ici, je viens au niveau de mon app HTML, je récupère juste cette partie parce que c'est juste ce dont j'ai besoin. Donc, je crée un nouveau fichier, je colle ça ici pour ne pas la perdre autant lorsque je vais switcher sur ma nouvelle branche. Donc, je fais pareil pour le CSS, je viens ici, je récupère la partie table. Donc, ici également, je peux coller ça soit à la fin ou créer un nouveau fichier et coller ça à l'intérieur. Donc, en plus de cela, vous allez voir qu'il y a un fichier DB JSON également qui se trouve à la racine du projet. Donc, ça, vous allez voir l'intérêt de cela après, progressivement, lorsqu'on va évoluer. Donc, ce que j'ai fait de mon côté, j'ai copié cela et j'ai remplacé un peu les valeurs de sorte qu'on ait des données sur lesquelles on pourrait travailler pour faire le tableau, notre fameux tableau. Donc, avec tout ceci, nous pourrons maintenant revenir sur notre branche de la dernière fois. Donc, check-up. Donc, je passe sur la session. Aujourd'hui, nous sommes à la session 5. Donc, du coup, la dernière fois, on avait créé la session 6. Et si je vois un peu à quoi ressemble la page qu'on avait la dernière fois, ok, donc on avait une page comme ça où on faisait des manipulations dessus. Ok, donc du coup ici, je vais faire rapidement ici un petit clean de cette page avant qu'on ne commence. J'ai ma page app ici. Euh, Là, je suis sur la session 4. App, ok. App.js, ok. Donc, je vais tout mis ici. Ok, ça, ce sont les tests que nous avons fait la dernière fois. Ok, si je ne me trompe pas, je vais stocker tout ceci dans un fichier ici. Je regarde, je ne me rappelle plus. Ok, je vérifie une chose ici. Ok, donc nous sommes à la session 4, c'est bien ça.
Ok, donc ce que je vais faire ici, comme d'habitude, je vais créer un dossier que je vais nommer test 4, test 4 pour la journée 4. Donc c'est de cette façon qu'on essaie de garder depuis un moment ce qu'on essaie de faire pour des personnes qui souhaitent revenir sur le code et tout. Donc je vais juste créer dans le test 4 ici un fichier pour pouvoir garder, conserver ce que nous avons fait la dernière fois. Donc je vais juste mettre ici test.components.ts. Donc, je vais récupérer ici tout le contenu. Ce que je fais, c'est juste un clean pour pouvoir avoir quelque chose de ce sur quoi nous pouvons partir de zéro. Donc, je copie tout ceci. Je le ramène au niveau d'ici. Je colle ça. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez à l'avenir prendre ce fichier, copier le contenu et puis faire des tests avec en gardant tout ce que nous avons ici. Donc, ça, nous n'avons pas besoin de ça. Donc là, c'est bon. Je peux juste copier ceci. Comme ça, on repart sur de bonnes bases. Je vais mettre ici. Donc ça va toujours dans la session, session 4. Donc on va se dire code session. Ok. Ok. Donc du coup, ça, on peut fermer ceci. Donc si je viens au niveau de ce composant, ce que nous devons faire, c'est d'enlever tout le contenu pour avoir quelque chose de clean sur lesquels nous allons évoluer. Donc, je peux me débarrasser de tout ceci. N'hésite pas aussi, on peut enlever tout ça. Pour le moment, on va faire les choses progressivement. On enlève tout ça. Ok, j'enlève ça également. Je crois que là, on est bon. Donc, sur la page, on s'attend à avoir du vide. On vérifie si nous avons des erreurs dans la console. On n'a pas d'erreur, c'est bon. Au niveau de la compilation, est-ce qu'on a des erreurs? Non, on n'a pas d'erreur, c'est bon. Ok, donc du coup, je vais repousser ceci. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il dit encore là? Ouais, j'avais pas ajouté les éléments. Donc, je refais ceci. Ok. Donc, du coup, là, on revient maintenant à ce que nous devons faire. Donc, si je reviens ici, la dernière fois, nous avons créé un composant que nous avons appelé contact details qui permettait d'afficher le détail des informations d'un utilisateur. Donc déjà, pour pouvoir faire ceci, arriver à la target que nous avons là, il faut déjà trouver un moyen pour pouvoir disposer ces deux éléments sur la page et les afficher. Donc ce que je vais faire ici, vu que nous n'avons pas d'abord le composant qui nous permet d'afficher le tableau, nous allons créer cela. Et nous avons vu la dernière fois que pour pouvoir créer un composant, il nous suffit de faire utiliser la commande ng generate C pour composant suivi du nom de mon composant en question. Donc ici, ce que je vais faire, en plus de cela, on peut mettre le chemin. Donc vu que à la racine de mon projet, j'ai un feature, dossier feature, donc je mets un feature ici, features. Donc je mets contact. On va créer maintenant un nouveau composant que nous allons nommer contact list par exemple ou contact table. Donc on nous a dit, on va suivre ce qui nous a été dit ici. On dit créer contact list. Et donc je vais créer mon composant, je vais le nommer contact list. Donc si on regarde ici,
j'ai contact details et on voit que j'ai de nouveaux fichiers qui ont été créés là, contact list. Donc, ce qui respecte ce que nous avons ici. Donc là, c'est juste de la génération que nous avons fait. Nous avons vu la dernière fois que pour pouvoir utiliser un composant, on passe par son sélecteur. Donc, je vais juste venir là. Je vais récupérer ce sélecteur. Je vais au niveau de mon composant en question, dans la partie template. Pourquoi je mets tout dans un seul fichier TS? C'est pour éviter de faire des navigations et open. Mais lorsque cela va commencer par, la logique va commencer par devenir beaucoup là, on va devoir déplacer les choses. C'est pour avoir tout à un même endroit, pour pouvoir facilement naviguer dedans, que je le fais comme ça. Donc, on avait vu également que depuis la version 16 d'Angular, c'est possible d'avoir des balises auto-fermantes comme ça. Si vous n'avez rien à mettre à l'intérieur des balises, vous ventez fermenter vos composants. Donc, lorsqu'on fait ceci, on voit que nous avons une erreur. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas importé le composant. Donc, on va l'importer ici en utilisant sa classe. Donc, on va chercher contact, on l'a nommé comment? Contact list components. Donc, si je fais ça, je m'attends maintenant sur ma page à avoir mon composant affiché ici. Donc, il va m'afficher contact list, works, ou un truc comme ça. Donc, le test que nous avons ici, il s'agit de ce test qui est généré par défaut par Angular. Donc, il s'agit de ce test. Donc, l'idée maintenant, c'est de modifier ceci et de le remplacer par une vraie table. Donc, nous allons faire cela. Donc, je vais juste récupérer le code que nous avons ici. Donc, je récupère tout ceci. Je le colle là dans un premier temps. On va voir ce que ça donne. Donc, ça nous permet d'avoir un squelette avec des erreurs. On va les ficher par la suite. Donc, je récupère également tout ce qu'il y a comme CSS ici. Donc, je fais une récupération. Donc, je peux me débarrasser maintenant de ces fichiers que j'utilise plus. Là, je vais dans la partie CSS. Donc, je colle tout ceci. Ça nous permet d'avoir un résultat qui ressemble à ça. Donc là, je peux commencer par désactiver un peu le zoom ici dans un premier temps. OK. Si je me réfère au contenu de la console, j'ai des erreurs. Ça, c'est des erreurs d'hydratation qui n'ont rien à voir avec ce que nous faisons. Ça, c'est Angular, quoi. Donc, oubliez ça pour le moment. Ça n'a rien à voir. Ça n'impacte pas le travail que nous sommes en train de faire. Donc, ça a un peu rapport avec le chargement des composants côté serveur. Donc, du coup, on va fermer les yeux dessus. Ça n'impacte pas ce que nous faisons pour le moment. Donc là, on vient de créer le composant. Donc là, on vient de créer ce composant. On a des erreurs ici. On dit quoi? OK, c'est parce que ici, nous avons un fichier qui est un fichier CSS. Donc, on va transformer ça en SAS. Si nous faisons ça, il faut être vigilant et changer cela également ici pour que ça soit pris en compte. Parce que dans le CSS classique, je peux pas mettre des commentaires de cette façon. Je peux pas mettre des commentaires de cette façon. Donc, c'est pour ça que j'avais l'erreur. Donc, si je reviens ici, j'actualise, j'ai toujours mes deux erreurs liées à la compilation côté serveur. OK. Donc, du coup, l'idée de ceci, ce que nous avons vu la dernière fois, je pense que nous avons déjà vu comment rendre les composants dynamiques. Donc, ici, je suis au niveau de composants représentant ma liste d'éléments. Donc, ce que je dois faire ici pour le rendre dynamique, déjà, la première chose, c'est que je dois créer un input. Donc, je vais nommer cet input contact avec S pour dire que c'est une liste de contacts. Donc, nous avons la dernière fois créé des modèles pour nous permettre de réaliser cela. Je vais juste importer le modèle. On va dire ici que nous acceptons un tableau de contacts. Mais là, c'est pas un tableau que nous voulons créer. On va faire les choses plutôt progressivement. Donc, du coup, avant de rendre les choses dynamiques, donc je peux faire ceci et mettre ici mon tableau en question. Donc, je vais récupérer également la liste d'ici. Donc, on peut faire ceci et je colle ça là. Il me dit que j'ai des erreurs ici. Merci qu'on a le TypeScript. Donc, du coup, c'est quoi l'erreur? Donc, on doit avoir ici phone number. OK.
Donc là, on vient de créer un tableau qu'on va utiliser. Donc, c'est pas important pour le moment. Donc, la chose que nous allons pratiquer ou que nous devons pratiquer, c'est de voir maintenant comment rendre ce tableau dynamique en utilisant ce que nous avons appris la dernière fois. Donc, si je me réfère à ce qu'il y a ici, j'ai déjà les différentes lignes. Donc, ce que nous avons dit la dernière fois, c'est de trouver déjà la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser pour pouvoir faire ça. Donc, l'idée, c'est de ne pas répéter ces lignes à chaque fois, mais de les rendre dynamiques. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser cette ligne comme template. Donc, il me suffit de me débarrasser de cette ligne. Dans un premier temps, on va voir ce que ça donne. Donc, on a cette ligne, donc on va l'utiliser comme template. Et la dernière fois, pour pouvoir faire ça, nous avons vu que nous pouvons utiliser le ND4. Donc, je vais me baser sur le TR ici et je vais la générer plusieurs fois. Donc, il me suffit d'ajouter ici ND4. On fait ND4 ici. Donc, je peux faire mon ND4 et si vous vous rappelez de la syntaxe, c'est let's. Donc, je fais item. Donc, je vais écrire ça comme ça et remplacer ça par de bonnes choses après. Item for of items. Donc, du coup, après, je peux faire tout ce que je veux. Donc, dans notre cas, notre items, ça représente notre liste de contacts que nous avons. Donc, il s'agit de, si je prends contact list, un component ici que je le mets là. Donc, il s'agit de cette liste que nous voulons manipuler. Donc, il nous suffit de mettre ici contacts. Donc, je dis pour chaque contact de la liste de contacts. Donc, c'est ce que ça veut dire, donc contact of contacts. Donc, si je m'arrête là, ça doit me permettre d'avoir une boucle pour pouvoir boucler sur l'élément. Mais si je fais ça, je risque d'avoir des erreurs. J'ai bien les erreurs. Il me dit que NG for off, qu'il ne connaît pas ceci. Donc, nous avons vu la dernière fois. J'essaie de faire les choses progressivement pour qu'on se rappelle un peu de tout ce que nous avons fait jusque-là. Donc, on avait vu que pour pouvoir utiliser des directives, il faut d'abord les importer au niveau du composant en question. Donc, il nous suffit ici, au niveau de l'import, d'ajouter ng for. Donc, on voit que l'erreur disparaît et on s'attend maintenant, vu que nous avons trois éléments dans la liste ici, à avoir trois lignes qui vont s'afficher, mais avec le même texte ici. Donc, on a bien ça qui s'affiche. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de rendre ceci dynamique en utilisant l'interpolation. Donc, on sait qu'au niveau de chaque contact, nous avons l'ID et tout ça. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est juste d'utiliser ces valeurs. Donc, on va se dire ici, nous voulons mettre le prénom de la personne et le second, nous pouvons mettre le nom de la personne. Donc, on va utiliser l'interpolation ici. Donc, ici, lorsque nous sommes dans la boucle, on sait que nous avons cette variable qui représente l'élément qui est en train d'être parcouru. Donc, cet élément, on peut faire un point pour accéder à la partie que nous voulons. Donc, on veut le first name, donc on fait ça. On fait la même chose pour le last name. Donc, je fais un save, je retourne là, et on voit que j'ai maintenant ma liste qui est bien affichée. Et si je regarde ici, il s'agit bien de la liste que j'ai passée à l'élément. Donc, on voit que le premier élément de la liste ici, je vais déplacer ça là. Donc, le premier élément de la liste ici, c'est Kwaku. Le second élément de la liste, c'est Oussama. Le dernier élément, c'est Ali. Donc, on vient de réaliser cela. Maintenant, deuxième chose à faire, c'est qu'on dit dans l'exercice, c'est bon ou pas? Est-ce que je suis trop rapide ou le rythme, ça va? Je vais essayer de regarder les commentaires. OK. Donc, du coup, on peut continuer. Je vais juste... OK, donc là, nous venons de boucler sur les différents éléments. Et qu'est-ce qu'on nous demande en plus si on revient au niveau de l'exercice? On nous dit afficher. On clique sur le bouton, les détails du contact. OK. Donc, c'est là, maintenant, en faisant les choses de cette façon, on ne rend pas ce composant réutilisable. Donc, nous avons vu la dernière fois comment réaliser cela. Et pour pouvoir faire cela, il nous faut utiliser des inputs pour pouvoir passer ces données de l'extérieur. Donc, l'idée, c'est qu'on aura maintenant, au lieu d'avoir ces données qui sont ici, on va les passer depuis le parent.
Donc, le parent, c'est app component que nous avons ici. Donc, l'idée serait d'avoir quelque chose comme ça. L'idée serait d'avoir un truc comme ça qui permet de passer une liste de contacts à l'élément. Mais ça, on n'a pas encore implémenté, mais c'est ce qu'on souhaite implémenter et rendre ceci possible. Et l'idée serait maintenant de déplacer ceci, ce que nous avons là, au niveau du parent, pour qu'on puisse passer la donnée. L'idée, c'est d'avoir quelque chose comme ça. Serait d'avoir quelque chose comme ça au final. Que les contacts se retrouvent au niveau du parent, comme ça, et qu'on puisse avoir la possibilité de passer ce contact ici. Donc, c'est la target, c'est ce que nous souhaitons faire. Donc, pour pouvoir faire cela, il faut au niveau de la liste ici, de notre contact list, l'idée serait d'ajouter un input. Donc, nous avons vu comment le faire la dernière fois, et là, nous avons utilisé les signaux pour le faire parce que nous en avons parlé la dernière fois. Nous avons vu d'abord l'ancienne façon de faire et la nouvelle façon de faire. Donc ici, je vais créer un contact, comme ça. Donc, je vais dire que c'est un input, donc en minuscule. Et vu que la liste, j'ai besoin que les éléments soient toujours présents, je ne peux pas avoir une liste sans éléments, à moins que le tableau soit vide. Mais je dois quand même passer une valeur lorsque je définis je passe le contact ici. Donc, pour forcer l'utilisateur à faire ça, ici, donc il faut dire que ceci est requis. Donc, nous allons dire ici au niveau de notre composant que c'est requis. Donc, pour faire ça, on fait juste un require comme ça. Ensuite, nous allons préciser le typage ici et dire que nous voulons en réalité une liste de contacts. On fait quelque chose comme ça. Et en faisant ça, on peut maintenant passer les données en entrée à ce composant. Donc, si nous regardons, je vais faire un save de tout ceci. Nous n'avons plus de message d'erreur ici. Là, jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais le problème qu'on a, et que nous avons vu la dernière fois, j'avais dit qu'il faut faire attention lorsqu'on utilise les signaux. Donc, si on revient ici, on voit qu'on a une erreur. Pourquoi? Parce que ici, il voit que nous lui passons un tableau. On voit ici que c'est un tableau d'input signal qu'on lui passe. Alors que l'idée de ce que nous souhaitons faire, c'est d'accéder à la valeur du signal. Donc, pour pouvoir accéder à la valeur, il faut ajouter des parenthèses ici. On fait ça. On voit maintenant que nous avons notre liste qui fonctionne bien. Les deux messages d'erreur, comme je l'ai dit, c'est lié à l'hydratation. Ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Donc, ce que nous venons de faire, donc c'est juste de passer, nous avons rendu ce composant réutilisable et nous lui avons passé la donnée. Maintenant, la deuxième chose qui nous reste à faire, nous avons déjà créé notre composant contact details la dernière fois. Donc, si on regarde un peu son sélecteur aussi, donc on va juste récupérer ça. Donc, tout ça, le contenu, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. On voit encore les traces des inputs, tout ça. Et si vous avez bien suivi tout ce qu'on a fait la dernière fois, vous devez être capable de comprendre maintenant ce code facilement. Donc, ce que je vais faire ici, je vais ajouter ce composant également ici. Donc, je vais l'ajouter à côté de celui-ci. Donc, l'idée de ce que nous allons faire là, c'est que nous souhaitons passer des données à chaque fois à ce composant. Lorsque l'utilisateur va cliquer ici, nous voulons utiliser ce composant pour pouvoir afficher les détails de l'utilisateur. Mais si on regarde tout de suite ce composant, il me dit quoi? Il me dit qu'il a besoin de certaines... Il me dit que Angular nous dit ici, plutôt notre éditeur nous dit qu'il ne connaît pas ce composant. C'est normal parce que nous ne l'avons pas importé. Donc, on va faire l'import ici, contact details components. Finalement, on fait une section pour revenir sur tout ce qu'on a fait plutôt que de parler des services. Hein, mais moi, ça ne me gêne pas, ça vous permet d'avoir tout le process quoi. Avec les services, je crois que ça va passer rapidement. Quoi. Donc ici, on va maintenant définir nos valeurs à utiliser. Donc, vu que cette liste attend à ce qu'on lui passe un contact qui sera le contact affiché, il faut forcément qu'on lui donne un contact ici. Donc, pour un début, pour ne pas avoir d'erreur et crasher notre application, nous allons juste mettre le premier élément ici, juste pour faire passer le code au début. Quoi. Donc, l'idée ici, c'est de faire juste fonctionner le code pour qu'au moins on ait quelque chose qui s'affiche. Donc, si je reviens sur mon interface,
On voit que j'ai maintenant le premier élément, j'ai déjà la liste qui est affichée et nous avons notre premier élément de la liste qui est passé en paramètre ici. Nous n'avons pas d'erreur, donc c'est bon. Maintenant, la target, c'est de faire en sorte que si je clique sur détail, c'est seulement là que je vais afficher la valeur ici. Donc, pour pouvoir faire ça, déjà, pour pouvoir cacher un élément, nous avons vu la dernière fois que pour pouvoir cacher un élément, on utilise le ngIf pour le faire. Donc ici, ce que je vais faire, je vais créer un ng container pour ceux qui se rappellent encore de ça. Donc le ng container, on avait vu la dernière fois qu'il ne s'affiche pas sur la page, mais on peut appliquer des directives dessus. Donc l'idée, c'est que je ne voulais pas appliquer un ngIf ici directement. Donc je vais plutôt l'appliquer sur l'élément qui le couvre ici. Donc ce que nous allons faire dans un premier temps, on va se dire que nous aurons, si je vois le code ici, donc j'aurai rien pour le moment parce que j'ai rien fait de particulier. L'idée de ce que nous voulons faire, c'est que à chaque fois que l'utilisateur va cliquer ici, nous allons définir un contact qui sera le contact courant et c'est lui qui sera affiché ici. Donc, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est de créer ce contact courant et de lui passer la valeur. Donc, on va ajouter un nouvel attribut ici que nous allons nommer current contact. Donc, on va dire que c'est de type contact et que sa valeur peut potentiellement être nulle. Donc, on va lui donner une valeur nulle comme ça au début. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons utiliser cette valeur plutôt comme nouvelle valeur au lieu de prendre le premier élément du tableau. Mais avant de faire cela, nous allons nous dire que s'il n'y a pas de, on va dire ici que s'il n'y a pas de contact, donc on va utiliser le ngIf, on va dire que s'il n'y a pas de contact, donc si cette valeur est false, donc n'affiche rien. Donc ça va faire que lorsqu'on va venir sur la page la première fois, vu que c'est du null, donc ce sera false et rien ne sera affiché ici. Donc ici, il nous dit que le ngIf n'est pas connu, donc il faut l'importer. Donc on importe ici également. Là, si je fais un save, on va voir que malgré que j'ai passé la valeur ici, rien ne va s'afficher côté détail. Pourquoi cette valeur? Parce que cette valeur sera false, comme nous l'avons ici. Donc si je reviens là, donc on a le tableau qui s'affiche et je n'ai aucune liste ici parce que j'ai mis une condition pour cacher la liste si cette valeur n'est pas renseignée. Maintenant, vu que cette valeur sera false à un moment donné et va potentiellement devenir non false, donc si c'est non false, c'est que c'est renseigné. Donc ça veut dire que la valeur sera forcément égale à un contact. Donc ce que nous allons faire ici, nous pourrons maintenant dire que ça, lorsque le contact sera défini, alors utilise-le ici. Donc ça fait que même si ceci est requis et qu'il attend un contact, la bonne valeur lui sera toujours passée. Donc si on revient sur l'interface, donc on voit que nous n'avons rien ici qui est affiché pour le moment parce que nous n'avons pas d'utilisateur courant qui est sélectionné. Prochaine étape, c'est de sélectionner, lorsqu'on va cliquer sur l'élément, on va envoyer l'ID de l'élément qui est cliqué, on va l'envoyer vers l'élément parent et utiliser cela pour retrouver le bon élément dans la liste et le passer comme élément courant à notre élément qui est caché ici. Donc ça, c'est la prochaine étape. Donc vu que c'est au niveau de contact list que nous avons le tableau, donc ça veut dire que c'est au niveau de cet élément que nous devons définir l'événement qui va permettre de gérer la sortie des informations vers le parent. Donc, pour vous donner encore une idée de l'architecture, donc nous avons d'abord le composant app ici, qui représente le composant parent, donc qui contient un composant enfant qui est notre liste d'éléments. Et un second élément qui ne s'affiche pas ici, qui sera le détail. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire communiquer ces deux enfants en passant par leurs parents. Donc on va envoyer les données, ici, se trouvant ici, vers le parent d'abord, et le parent va utiliser cela pour le passer à l'enfant qui se trouve ici. Donc c'est la technique qui est utilisée, qu'on utilise pour passer les données entre les composants, vu que nous ne connaissons pas cette étape de la formation, l'utilisation des services. Donc si je reviens ici, nous avons créé les données, ok, donc ici, maintenant,
On revient au niveau du contact list. Et nous avons vu que pour pouvoir faire passer des données, on passe par des outputs. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons créer un output que nous allons appeler details, par exemple. Donc, il s'agit d'un événement qui sera émis à chaque fois que l'utilisateur clique sur le bouton detail. Donc, ici, nous allons créer un output. Donc, on crée output avec minuscule pour faire du Angular V17+. Donc, on crée notre output de cette façon. On va dire que notre output, nous voulons faire sortir quelque chose. Et ce quelque chose sera une chaîne de caractères. Donc, la chaîne de caractères en question, il s'agit de l'ID du contact. Et là, nous allons créer notre output. Il faut maintenant sortir cet événement vers l'extérieur. Donc, quand est-ce qu'on souhaite le faire? C'est lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton Details ici. Donc, ce que nous allons faire, nous allons juste ajouter un écoute d'événement clic. On va créer un callback qu'on va appeler on details, par exemple. Donc, ça, je vais le créer. Vu que ça n'existe pas, c'est à cause de ça que j'ai le message d'erreur. Donc, je vais le créer au niveau du composant en question. Donc, on vient dans la partie TS. Donc, je vais ajouter ce callback ici. OK. Donc, là, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? À chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur ce bouton Details, je vais envoyer l'ID de l'utilisateur sur lequel on a cliqué vers l'extérieur. Donc, vu que nous avons déjà le contact ici, il nous suffit de trouver un moyen de passer la donnée en question à notre callback. Donc, je peux faire ceci, ID comme ça. Donc, en faisant cela, j'ai un message d'erreur. Pourquoi? Parce que le callback que nous avons créé ici n'accepte pas de paramètres. Donc, on va juste dire ici que ceci représente notre contact ID. On va lui dire que c'est de chaîne de caractères. Donc, si je fais ça et que je retourne dans ma partie template, on voit que le message d'erreur a disparu. Donc, pour vérifier que ceci marche, on va faire un test simple. On va juste afficher l'ID avant de chercher à le faire passer à l'extérieur. Donc, ici, je vais juste afficher l'ID. Donc, je le fais comme ça pour que ça m'affiche contact ID, une valeur. Donc, je viens là, je viens dans ma console, je clique ici, je n'ai rien. Je clique là, je n'ai rien. OK, donc on va voir pourquoi ça ne marche pas. Déjà, est-ce que j'ai enregistré tout? C'est bon. Je viens ici, je dis lorsque je fais un clic sur le bouton Details, appelle mon Details et passe lui contact.id. OK, je reviens maintenant au niveau de mon Details. Je regarde ici, je n'ai rien. OK, c'est pas grave, on va vérifier. Déjà, si cette méthode est appelée, je pense pas que c'est appelé, sinon on allait avoir quelque chose qui s'affiche dans la console. Je reteste. OK, donc déjà, ici, dit hydratation, OK, ça ne nous concerne pas, mais est-ce que ça peut potentiellement bloquer ce qu'on fait? Je pense pas. On va tester. OK, je n'ai rien toujours. J'ai ma table ici. OK, je vais commencer par fermer les éléments pour ne pas avoir trop d'éléments ici. Donc, je repars au niveau de mon app component qui est là. Donc, j'ai mes deux listes ici. J'ai ma liste de contacts qui est juste là. Je lui passe la donnée. La donnée lui est bien passée. Je suis là. Je crée mon output. Je dis que je vais envoyer des données vers l'extérieur. J'ai ma NG4, OK. J'ai mon modèle, tout ça. Et là, j'ai mon ID, OK. Ce que je vais faire ici, dans un premier temps, pour vérifier que c'est pas ce que j'ai loupé ici, mais je vais juste ajouter un TB ici.
pour afficher l'ID. Je sais pas ce qui se passe. J'ai l'ID qui est bien là. OK. J'ai les ID qui sont bien différents. Mais pourquoi, lorsque je fais le clic ici, il ne m'affiche pas les éléments? Bizarre. Peut-être que j'ai fait une erreur ici. Déjà, clic sur le bouton Details. OK. Je vais refaire ce clic. C'est bizarre. On va aller progressivement. On a également ça. J'aurais besoin pendant de ceci. OK, je suis au niveau de ma liste. Details, je n'ai rien. C'est bizarre. OK, je vais juste relancer la compilation pour voir si c'est un problème de compilation. Dans ce temps, je vais voir si je peux désactiver le. Je peux désactiver ça, parce que ça, c'est ce qui nous pose le problème, les messages d'erreur que nous avons. Du coup, je vais me débarrasser de ça pour voir si c'est ça qui pose des problèmes. OK, donc du coup, c'était ça le problème en fait. Donc du coup, petite histoire de culture. Au niveau du JavaScript, les codes s'exécutent de façon asynchrone, de façon seconde. Mais des fois, il arrive que lorsque vous avez un script qui s'exécute et que le script, il y a une erreur dans l'exécution du script, ça peut impacter les autres scripts qui viennent après. Donc là, tout à l'heure, le problème venait du fait que l'élément que j'ai ici, ça, la configuration là que j'avais ici, qui générait les erreurs. Donc je ramène ça juste pour la culture. Donc ces problèmes bloquaient tout le reste d'exécution du code. Donc ça fait que tout ce que j'ai mis en place ne marchait pas. Donc du coup, ça, c'est quelque chose qui m'a été généré lors de la création du projet, mais dont j'ai pas besoin. Donc je débarrasse de ça. Donc ça nous a fait perdre un peu de temps, mais c'est toujours bien d'avoir des expériences comme ça. Ça permet de découvrir ou d'apprendre de nouvelles choses. OK, donc l'idée de ce qu'on faisait, on s'est dit que à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur le bouton, nous allons passer cette donnée au callback ici et l'afficher. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Donc si je reviens là et que je clique sur détail, donc j'ai le détail de l'utilisateur qui est affiché. Je clique là, j'ai le détail de l'utilisateur qui est affiché, etc. Donc l'idée c'est de faire sortir ceci vers l'extérieur pour pouvoir l'utiliser. Donc pour faire cela, nous allons juste aller au niveau de la fonction ici. Donc on va se débarrasser de ce code vu que nous n'avons pas besoin de tout ça. Et nous allons faire ici list.details.emit et passer le contact ID. Donc en faisant cela, ça veut dire que de l'extérieur maintenant, c'est-à-dire dans le composant app ici, nous pouvons écouter cet événement et traiter cela. Donc nous allons faire pareil ici. Donc on va se dire que nous avons un événement details. Et lorsque l'événement details est mis, nous voulons mettre en place un callback. On va l'appeler en details, ou on peut dire directement show details comme ça. Donc l'idée, c'est qu'on veut afficher le détail de l'utilisateur. Et nous avons vu que la dernière fois, lorsque nous avons des outputs pour pouvoir récupérer la donnée échangée, il suffit de faire .ivet comme ça. Donc là, c'est bon, il me suffit de créer maintenant mon callback en question. Donc, je vais créer un callback ici, que je nomme show details, et nous avons vu que le callback, il prend comme paramètre l'ID.
Donc, on va mettre ici, contact ID, par exemple. On va dire que c'est une chaîne de caractères. Donc, nous allons refaire le même principe que tout à l'heure. Donc, on va juste ici, tout à l'heure, ce que j'ai fait. Pour vérifier que les choses fonctionnent bien, j'ai juste mis un console log ici. Donc là, on sait que le contact ici fonctionne bien. Nous n'avons plus besoin d'accéder à son contenu. Donc, je peux fermer ceci. Mais ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de nous assurer qu'au niveau du parent, nous récupérons bien la donnée. Donc, dans la pratique, lorsque vous travaillez, c'est bien de faire les choses étape par étape. Comme ça, s'il y a un souci, vous le corrigez à un niveau au lieu d'évoluer beaucoup et après de ne pas savoir d'où provient le problème. Donc là, on va juste faire un console log ici. Si je reviens là et que je clique sur un élément, donc j'ai l'ID de l'élément qui est affiché. OK, donc le travail qui nous reste à faire maintenant, c'est d'utiliser cet ID pour définir l'élément courant. Donc pour pouvoir trouver l'élément courant, il va falloir le chercher dans cette liste. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur l'élément, on va dire que notre current contact, on va le chercher dans la liste. Donc on va juste faire ici 10. La liste des contacts. On va fouiller dans cette liste. Donc on fait un find. On va trouver le premier contact. Premier contact dont le contact.id est équivalent à l'ID qui est passé en paramètre. Donc ça, c'est du fonctionnel JavaScript. Donc, vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Donc là, il me dit juste que la valeur est potentiellement undefined parce qu'il se peut qu'il ne trouve pas l'élément dans la liste ici. Donc, ce que je peux faire dans ce cas, je peux faire quelque chose comme ça. Vu que ceci retourne undefined, donc je vais juste dire ceci, je vais juste faire un truc comme ça et dire que si tu ne trouves pas de valeur, alors prends nul comme valeur par défaut. Donc, vous pouvez faire l'interpolation ou écrire ou casser ceci en l'écrivant de deux façons, c'est-à-dire vous faites d'abord. On peut même l'écrire de cette façon, à vous de voir si ceci. C'est comme ça que je l'aurais écrit, mais supposons pour décomposer cela, on aurait pu faire comme ça. Donc, on va dire ici, la décomposition serait de faire comme ça, de l'affecter dans une variable. Donc, on va dire que ceci est égal au contact qui a été trouvé. Et après, on va dire que si on va faire un ternaire ici, on va dire par exemple que, on va dire ici, si le contact existe, du coup, utilise la valeur de contact, sinon utilise nul. Donc, ça revient au même. Donc, qu'est-ce que ceci va faire? À chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur le bouton ici, ce qui va se passer, c'est qu'il va passer l'ID au parent. Le parent va le récupérer, va chercher dans la liste quel élément correspond à cet ID. Donc, il va le récupérer. Et vu que nous avons déjà mis en place quelque chose ici qui dit à chaque fois que le courant est renseigné, affiche cela ici. Donc, ça va se refléter par l'affichage de l'élément. Donc, on va tester cela. Si tout se passe bien, donc on doit avoir notre détail qui s'affiche. Donc là, on vient de mettre en place notre liste qui s'affiche bien. Donc, à chaque fois que je clique ici, l'élément est passé et on affiche bien les détails. Donc, on vient de finir ici avec l'exercice en question. Donc, j'espère que cela vous a permis d'apprendre un peu tout le process ou le workflow pour mettre en place les choses. Donc, ici, il va nous falloir faire également l'edit et le delete. Donc, c'est pareil le principe. Donc là, je vais aller rapidement. Je vais juste copier ceci. On va dire ici que ça, c'est la suppression. Donc, on va faire le même principe. Vous me mettre à chaque fois, je vais mettre delete. Donc, c'est le même principe. Il faut créer l'événement. Lorsque l'événement se produit, il faut envoyer l'événement à l'extérieur. Donc, je vais faire un on delete ici. Et lorsque l'événement se produit, je mets le delete ici.
Du coup, il va falloir mettre l'événement, brancher l'événement en question sur le bouton delete et prendre ça en compte. Donc, je reviens juste là. Le delete, il est là. Donc, on va faire pareil. Donc, je vais juste copier ceci. Donc, à la place de faire on details, je vais faire on delete. Donc, du coup, on vient de mettre en place l'événement au niveau de la liste ici. Donc, je peux fermer tout ça. Je peux fermer également ça. Donc, pour pouvoir tester cela, ici, je vais faire pareil. Donc, on va faire le delete ici. C'est juste la condition ici qui va changer. Et là, on delete. On va faire ici, on delete. Et on va passer la valeur ici. Donc, on va écouter cette fois l'événement delete et on va appeler notre fameuse fonction lui passer event. Donc, c'est le même principe. J'ai trop d'éléments ici. OK. Donc là, on est bon. Donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de mettre à jour la liste. Donc, dans le cas de la suppression, la liste à mettre à jour, c'est la liste des contacts. Donc, cette liste que nous avons ici. Donc, si on supprime un élément, il faut mettre à jour cette liste. Donc, nous allons procéder pareil. Donc, on va faire 10.contacts. On va modifier cette liste. On va lui affecter une nouvelle liste. Donc, on va faire contacts. On va toujours utiliser, on va utiliser cette fois-ci le filtre. Donc, on veut rester fonctionnel. Donc, l'idée maintenant, c'est de retourner tous les éléments de cette liste qui ne vérifient pas la condition contact ID égale à ID passé ici. Donc, je vais juste mettre ici contacts. Je vais retourner les contacts dont l'ID est cette fois-ci différent de l'ID que nous passons en paramètre ici. Donc, du coup, ça fait que si je viens là pour tester et qu'on clique sur delete, donc on voit que la liste, l'élément est supprimé de la liste. Je fais delete, ça disparaît de la liste. Maintenant, une implémentation qui est judicieuse de faire, c'est que lorsque je fais ça, et logiquement, je clique sur delete, je m'attends à ce que cette liste se vide. Donc, pour pouvoir faire ça, il nous suffit de dire ici qu'après avoir fait tout ceci, nous faisons un petit reset de notre current en lui donnant la valeur nulle ici. Donc, on teste là rapidement. Donc, du coup, je fais details. Ensuite, je supprime l'élément de la liste. Je fais details, je supprime l'élément de la liste. Donc, lorsque je supprime un élément de la liste, potentiellement, il se peut que l'élément ne soit plus l'élément courant. Donc, il faut le resélectionner. Donc, si je fais ceci et que je supprime ça, donc l'idée, c'est de revenir pour sélectionner l'élément en question. Donc, voilà pour la correction de l'exercice. J'espère que ça vous a permis d'apprendre quelque chose. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser pendant que je comics là. Pas de questions? Ok, donc du coup, je viens de terminer avec la session précédente proprement dite. Donc du coup, je vais juste faire ceci.
Ok, donc du coup, nous pourrons revenir à la session d'aujourd'hui proprement dite suite à cela. Du coup, vous n'avez pas de questions, c'est ça? Si c'est bon, vous pouvez juste me faire un OK, que c'est bon, ou faire un pouce dans le, pour que je sache que vous suivez, qu'on peut continuer avec la session d'aujourd'hui. Ok, cool. Donc, si nous reprenons avec la session d'aujourd'hui, ça va être rapide. Nous avons encore environ 30 minutes à faire présenter. Ok, donc vous pouvez vous amuser à faire le edit. Donc le edit, ça revient pareil, à peu près pareil que ce que on a fait pour le cas du delete et du de l'affichage. Donc j'avais prévu également parler des contrôle flow, mais je vais skipper cette partie. Nous allons revenir probablement dessus dans la prochaine session. Donc l'idée, c'est que nous puissions au moins parler de ce dont nous sommes là aujourd'hui, plutôt que de se focaliser sur autre chose et de perdre le fil de ce qu'on suivait. Donc, si je reviens sur la session d'aujourd'hui, donc la session d'aujourd'hui, c'est une session qui est consacrée ou dédiée normalement au service et à l'injection de dépendance. Donc, c'est quoi un service? De façon générale, ce qu'il faut savoir, c'est que un service est juste une classe qui nous permet d'isoler de la logique ou rendre cela réutilisable. Donc, les services, c'est un concept qu'on retrouve dans beaucoup de frameworks côté serveur. Donc, ça vous permet de mettre une logique quelque part pour pouvoir partager cela dans votre application. Donc, vous avez des services, par exemple, qui vous permettent de faire de la validation. Vous avez des services qui vous permettent, par exemple, de faire des appels vers des services web, etc. Vous avez des services qui vous permettent, par exemple, de gérer des utilisateurs, bref, c'est dans les services que vous mettez un peu la logique métier. Et pourquoi on fait cela? C'est pour pouvoir isoler cela, rendre cela testable facilement. Et ce qu'il faut savoir au niveau de Angular, c'est que pour qu'un composant puisse utiliser un service, il faut lui fournir cela. Et cela passe par le système de ce qu'on appelle le système d'injection de dépendance. Et l'injection de dépendance, c'est un concept ou c'est un, c'est un effet ou un découlement du pattern qu'on appelle l'inversion de contrôle. C'est-à-dire que lorsque je veux créer un élément, nous allons supposer par exemple un composant, au lieu de gérer toute la création à l'intérieur du composant, je délègue la création de ces dépendances de sorte à rendre cet élément réutilisable. Donc c'est l'histoire de l'inversion derrière les versions de contrôle. Et ça a tout son avantage. Donc ça permet de faciliter déjà le test. Et l'autre chose, c'est qu'à la création de vos éléments, vous pouvez injecter les éléments, c'est-à-dire la dépendance dans l'élément utilisé pour fonctionner. Donc ça fait que les dépendances de l'élément ne sont pas couplées à l'élément, mais on peut lui fournir ça depuis l'extérieur, ce qui rend l'élément en question réutilisable. Et pourquoi je parle d'élément? C'est parce que c'est pour ne pas le composant. Ici, on parle de composant en tant que composant d'un programme informatique. Donc, ça peut être une classe, ça peut être une fonction qui a besoin d'un élément pour fonctionner, etc. Donc, côté Angular, pour générer un nouveau service, on fait ng generate service, le nom du service. Et service, le, le diminutif ou la forme contractée ou l'option, le third option, c'est S au niveau du générateur. Donc, on avait vu que pour les composants, c'était C et pour les services, c'est S. Et à quoi ressemble un service? Un service dans Angular, c'est d'abord une classe. Donc, il s'agit d'une simple classe qui permet, comme je le dis, d'isoler de la logique. Donc, tout ce qu'on voit ici, c'est juste des méthodes, des méthodes qui appartiennent à une classe donnée. Donc, ce qui fait la différence côté Angular ou qui marque lorsque vous voyez un élément de savoir que c'est un service, c'est ce décorateur, le injectable. Donc, ça permet de dire Angular que potentiellement, je peux utiliser cette classe comme dépendance d'une autre classe, d'un composant, etc.
Donc, c'est ce qui facilite, c'est ce qui permet à Angular de mettre en place des choses pour pouvoir injecter plus tard ce service là où on en a besoin. Donc, lorsqu'on dit c'est quoi un injectable, c'est un service, ou lorsqu'on vous dit c'est quoi, qu'est-ce qui fait la particularité d'un service ou d'identifier un service d'Angular, c'est ce côté injectable. Donc, il s'agit d'une classe qui est décorée avec le décorateur injectable. Et pour pouvoir utiliser un service, il faut le fournir à l'élément qui veut l'utiliser, c'est-à-dire procéder à l'injection. Donc, pour pouvoir faire cela, il faut préalablement réaliser la configuration de l'injection. Donc, il faut dire en Angular qu'au niveau de ce composant, par exemple, je vais injecter ce service ou j'aurai besoin de ce service pour pouvoir l'utiliser. Donc, ça, c'est la configuration. Et la configuration, ça se fait à différents niveaux. Donc, avant, on pouvait réaliser la configuration au niveau des modules lorsqu'on avait encore les modules dans Angular. Donc, on pouvait également réaliser la configuration au niveau d'un composant, parent, etc. Donc, tout ça a une signification particulière que nous allons voir tout à l'heure. Donc là, je dis à Angular que je veux provider ce service. Donc, je lui indique que j'ai besoin de ce service. Donc, lors de la création de ce composant, fournis-moi ce service comme étant sa dépendance. Et pour pouvoir injecter le service, il y a deux façons de le faire. Soit vous passez par les constructeurs, qui est la façon la plus connue dans d'autres frameworks. Donc, il faut que vous déclarez, vous dites juste Angular ici, que je veux utiliser ce service. Et Angular est assez intelligent pour pouvoir vous l'injecter. Donc, la deuxième façon de le faire, c'est d'utiliser la méthode inject. Donc, il s'agit d'une nouvelle méthode qui a été introduite dans Angular depuis la version 14, si je ne me trompe pas, et qui vous permet de pouvoir injecter un service sans passer par un constructeur. Donc, faites juste inject de cette façon et ça vous injecte le service que vous pouvez utiliser après. Une chose très importante lorsque vous utilisez le inject, c'est que il faut injecter le service dans ce qu'on appelle le contexte de création du composant. C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser le inject, par exemple, dans mon on remove usage. Donc, il faut l'utiliser dans la phase de construction de votre composant. Donc, ce qui se réfère généralement à mettre ça comme attribut directement ici ou à utiliser cela dans le constructeur. Donc, si vous ne le faites pas, vous aurez une erreur qui va vous dire que vous n'injectez pas le service dans le bon contexte. Et lorsque nous prenons les services, ça c'est une question très importante en entretien que moi je pose toujours pour voir à qui j'ai affaire. Dans Angular, la question, elle est la suivante. Est-ce que les services dans Angular sont toujours des singletons ou pas? La raison, c'est non. La réponse est non. Ça dépend de la façon dont vous utilisez le service ou la façon dont vous déclarez le service. Donc, au niveau d'Angular, il est possible de définir un service en tant que singleton, c'est-à-dire qu'il sera fourni soit au niveau du module racine, si vous utilisez une application qui est basée sur le module, soit au niveau du composant racine, donc qui est le component root. Donc, dans le cas de l'exercice que nous avons fait tout à l'heure, donc on n'a pas de module, donc c'est le app component qui représente notre composant root. Donc, pour pouvoir dire qu'un service est de type singleton, dans le injectable, il faut préciser ceci. L'attribut provided in et dire que c'est root. Donc, en faisant ceci, Angular, il sait que le service sera créé une seule fois et réutilisé dans toute l'application. Donc, il va créer le service la première fois que quelqu'un en aura besoin, c'est-à-dire un composant ou un service, et sera injecté. Donc, c'est la même instance de ce service qui sera injecté partout. Et la deuxième chose, les services, on peut également les injecter soit au niveau d'un module, soit au niveau d'un composant. Donc, lorsque vous l'injectez au niveau d'un module, ça veut dire que tous les éléments, c'est-à-dire les composants ou les services qui appartiennent à ce module, auront accès à ce service. Donc, dans l'ancienne façon de faire où on avait les modules, donc si j'ai plusieurs modules, un module qui permet de gérer les utilisateurs, un module qui permet de gérer, par exemple, des produits. Donc, si au niveau du produit, j'ai pas besoin de gérer des utilisateurs, donc du coup, je vais pas injecter
le service de façon globale pour que tous les modules puissent avoir accès à cela. Donc, separation of concern. Donc, ce que je dois faire dans ce cas, c'est que je dois faire en sorte que le module, plutôt le service utilisateur, soit seulement dans le module utilisateur. Donc, dans ce cas, je vais le déclarer seulement au niveau du module utilisateur pour que seulement les composants ou les services qui appartiennent à ce module puissent le voir. Mais vu que nous n'avons pas des modules, nous n'avons plus des modules aujourd'hui, donc cela revient à avoir les services au niveau des composants. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ce cas, c'est que si j'ai un service que je déclare ou je dis Angular de provider ou de me fournir ce service au niveau du composant, ça veut dire que ce service sera accessible seulement à la fois par ce composant lui-même et ses enfants. Donc, c'est la différence entre les deux. Donc, le providing in root, c'est un singleton, c'est-à-dire accessible partout dans l'application, c'est la même instance. Provider de cette façon, ça veut dire que c'est accessible aux parents et à ses enfants. Autre chose qu'il faut savoir, lorsque je déclare un service de cette façon et que je vais le redéclarer au niveau d'un composant enfant, cela veut dire que Angular va créer différentes instances de ce service au niveau de ces différents éléments. Je répète encore, si je prends un service, un composant qui est par exemple app, donc plutôt j'ai un service qui s'appelle parent service, un service qui s'appelle child service. Donc si je déclare le même service de cette façon au niveau du parent et au niveau de l'enfant, ça veut dire que c'est des instances différentes de ce service qui sont créées au niveau des deux éléments. Donc pour éviter cela, il suffit de le déclarer au niveau du parent et l'avoir automatiquement la même instance au niveau de ses enfants. Donc, tout ça pour vous dire que c'est à vous de choisir en fonction du besoin. Parce que des fois, il se peut que vous ayez un service et vous voulez avoir des instances différentes en fonction des éléments que vous avez. Ou soit vous voulez avoir un service qui est global, qui est partagé partout. Donc, le cas des services qui sont partagés partout, généralement, c'est le service d'authentification. Vu que vous avez besoin d'authentification dans toute votre couche applicative. Donc, voilà la différence entre les deux. Donc, pour configurer ou dire que une classe peut être utilisée comme service, il faut le décorateur injectable. Ensuite, pour pouvoir le configurer, vous passez par le providing in root pour dire que je veux l'avoir de façon globale ou comme singleton dans toute l'application. Ou soit, si vous voulez avoir le service simplement au niveau d'une instance particulière d'un composant ou d'un service, donc du coup, vous pouvez le déclarer de cette façon. Donc, ceci nous amène à l'histoire de Smart et de DOM Components. Mais avant de voir cela, donc les Smart et les DOM Components, c'est un pattern très simple qui vous oriente dans la façon de structurer vos applications. Et ça, c'est la meilleure façon de structurer une application ou de scinder vos applications pour rendre l'application réutilisable et vous faciliter la vie dans la réalisation de vos tests et tout. Donc, avant d'aborder cette notion, on va passer à un exemple. Donc, si dans la logique de ce que nous avons fait jusque-là, vous avez vu que nous avons créé un composant où nous avons mis un peu de la logique pour pouvoir afficher des éléments, pour pouvoir, par exemple, supprimer un élément. Donc, je mets toute cette logique ici. Donc, en faisant cela, je couple le composant avec cette logique, c'est-à-dire cette logique se trouve juste ici. Maintenant, supposons que j'ai un autre endroit dans mon application, ici, où je veux avoir la possibilité de faire toujours la suppression. Donc, ça veut dire que ce code serait obligé de dupliquer ça. Donc, pour pouvoir éviter cela, c'est pourquoi on utilise des services. Donc, nous allons faire un exemple ici où nous allons déplacer tout ceci dans un service et injecter le service dans le app component ici pour pouvoir le réutiliser. Donc, pour pouvoir faire cela, je vais commencer par générer un service. Donc, pour générer un service ici, il faut utiliser la commande ng generate service, le nom du service. Donc, pour des raisons de structuration ici, j'ai ma feature ici, j'ai mes
différentes fonctionnalités ici. Donc, ce que nous allons faire ici au niveau du feature, ça c'est un dossier que nous allons encore réorganiser par la suite tout à l'heure. Donc, je vais créer juste un dossier ici que je vais nommer service. Donc, je fais service ici avec S. Mais vu que nous sommes dans le cas de structuration par domaine ou par fonctionnalité, le service, on doit avoir un dossier service pour chaque fonctionnalité en question. Donc, je déplace ça ici. Donc, dans mon contact, j'ai des services ici. Donc, c'est dans ce dossier que je vais générer mon service en question. Donc, je fais ng generate service. Donc, je vais faire feature ici. Donc, j'ai features slash contacts slash service. Donc, c'est à l'intérieur que je vais générer mon service en question. Donc, je vais nommer le service contact service comme ça. Contact service. OK. J'ai le service qui est généré là. Donc, à chaque fois, il me met le fichier de spec pour pouvoir faire les tests dessus. Donc, si on regarde le fichier qui a été créé, donc on voit que par défaut, Angular crée un service qui sera considéré comme singleton. Pourquoi singleton? Parce qu'on a le providing in root ici. Donc, ça veut dire qu'il suffit de l'utiliser une fois pour que le service soit créé et mis au niveau du composant root ici, le app component dans notre cas. Donc, nous avons dit que lorsque nous avons un service qui est créé au niveau d'un composant, il est accessible par tous ses enfants. Ça veut dire qu'on peut après accéder à ce service, même dans les users, dans les contacts list et contacts details que nous avons créés tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons déplacer toute la logique ici, comme si ceci était un service qu'on appelait de l'extérieur. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Déjà, on va faire un test simple ici. On va juste ajouter une méthode que je vais nommer, par exemple, get contacts, comme ça. Juste pour montrer comment injecter le service. Donc, lorsqu'on va appeler ce service, on va juste faire un console log ici et afficher la valeur contacts. Donc, si je viens au niveau de mon composant qui souhaite utiliser le service, vu que c'est ceci qui représente mon composant root, c'est que j'ai défini ici le service comme étant un providing in root. Donc, j'ai besoin de rien ici. Sinon, j'aurais ajouté au niveau de mon décorateur ici une valeur providers pour pouvoir définir la liste des services qui sont accessibles ou que Angular doit injecter ici. Mais vu que j'ai dit ici que c'est un providing root, ça veut dire que le service sera accessible partout. Et Angular va se charger de me créer le service au début de l'initialisation de mon application. Et lorsque j'aurai besoin de cela, bien entendu. Donc ici, ce que nous allons faire, l'idée, c'est de déplacer, c'est d'injecter le service ici. Donc pour cela, j'avais dit qu'il y avait deux façons de faire. Soit nous avons le constructeur qui est là. Donc on dit au niveau du constructeur que Angular, nous avons besoin que tu nous injectes le service en question. Donc ce qu'il faut faire ici, en fait, il y a ce qu'on appelle le token d'injection de dépendance, ou le token d'injection. Donc c'est sur ça que Angular se base pour pouvoir créer les services. Donc dans le cas classique, Angular utilise le nom de la classe comme injection de token. Et l'injection de token, le token en question, c'est quoi? C'est juste une valeur. C'est comme si je disais à chaque fois que une clé à une clé correspond à un service donné. À une clé correspond à un service donné pour pouvoir les retrouver après. Donc c'est juste ça à quoi sert l'injection de token. Oui, c'est ce à quoi sert le token plus O qui permet de mapper sur un service particulier, un objet particulier, etc. Donc, au niveau du constructeur, il suffit de dire ici que j'ai besoin de cette classe. Donc, c'est le nom de la classe qui sera utilisée ici. Ici, j'ai service, parce que, en général, j'ai encore précisé -service. Donc, je peux enlever ceci.
sans souci, que je ne l'ai pas utilisé quelque part pour le moment. Donc, on va utiliser ceci. On va dire ici, Angular. Je veux que tu m'injectes un service qui sera nommé, par exemple, je vais nommer ça comme ça, contact service, mais que ce service, en réalité, il s'agit du service contact service. Donc, il suffit de faire ça. Donc, en faisant ceci, je dis en Angular que lors de la création de mon composant, j'aurai besoin d'un attribut à contact serve et que cet attribut va représenter le service qui se trouve ici. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, si plus tard, dans notre code, on fait ceci, donc on va le mettre sur le delete, par exemple. Si on fait plus tard dans notre code 10.contact service, donc on voit que nous avons accès à la méthode que nous avons créée. Et cette méthode, elle va juste nous afficher quelque chose dans la console, qui est contact. Donc je fais le save, je reviens là. Lorsque je vais cliquer sur delete, je m'attends à voir contact ici. Et si on voit la provenance de ça, ça vient de la ligne 10 venant de contact service que nous avons créé. Donc, ça prouve que le service est bien injecté et qu'on fait bien appel à la bonne méthode. Deuxième chose, nous allons faire un autre test pour montrer que ce service est la même instance du service qui est créé partout. Je vais faire cela un peu rapidement. J'ai vu ça, c'est l'idée de ce que je vais faire, c'est juste de montrer les instances de services qui sont créées. Je crée une variable ici. Et l'idée de cette variable, c'est de l'incrémenter à chaque fois qu'on crée ce service. Du coup, au niveau de chaque service, je vais mettre un identifiant que je vais nommer comme ça. Je vais dire que cet identifiant peut prendre la valeur, que c'est un nombre, et que ça peut être potentiellement undefined. Undefined ou lui donner la valeur null. OK, à chaque fois que je crée ceci, je fais la création d'un service. L'idée, c'est que je veux modifier la valeur du ID pour lui donner un certain ID. Dans ce certain ID, on va supposer que cet ID est généré de façon aléatoire. Mais dans mon cas, je vais juste implémenter la valeur du ID que j'ai ici et l'utiliser pour travailler. Il dit quoi? Ouais, j'ai mis. OK, donc du coup, après, je réaffecte cet ID ici. Et lorsque je fais get contact, je vais juste afficher ici l'ID en question. Donc, je vais faire un truc comme ça. L'idée, c'est d'afficher ici l'ID qui est ici. Donc, cet ID, il s'agit d'un identifiant d'instance d'objet. Donc, à chaque fois que je vais cliquer sur le get contact ici, si c'est le même service, je dois avoir le même résultat un peu partout, quoi, le même ID qui sera affiché un peu partout. Donc, pour faire un test ici, je suis au niveau de mon delete ici. Là, je vais retourner au niveau d'un composant, du composant contact list ici, par exemple. Donc, je vais dire au niveau de ce composant que je veux également injecter mon service en question. L'idée de ce que je fais, c'est juste pour expliquer que en fonction de la façon dont vous injectez le service ou que vous faites le providers, c'est de cette façon que le service sera singleton ou pas. C'est ce que j'essaie de démontrer. Donc, je crée un contact service ici. Je dis, c'est de type contact service. Contact service. OK, donc ici, ce que je vais faire, lorsqu'on va cliquer sur Details, je vais faire la même chose ici. Je vais faire 10 contact service et essayer de faire appel à cette méthode. Donc, j'ai mis
si je reprends ce que j'ai fait, donc au niveau de mon app component, qui est le composant routes, j'ai un get contact ici, qui est appelé lorsque l'utilisateur clique sur le bouton delete. Et au niveau de mon contact list, qui est un composant enfant, j'ai également injecté ce service et j'appelle la même méthode lorsqu'on clique sur details. Donc, on s'attend à ce qu'on clique sur le... Lorsque je clique sur le delete ici et que je clique sur le details, que j'ai le même ID. Donc, si je fais ça, je m'attends à voir le même ID aux deux endroits. Donc, j'ai les 1-1. Maintenant, changeons un peu cela, allons au niveau de composant enfant et mettons ici providers et que je dise ici que je mette ici le nom du service en question. C'est contact service. Contact service. Ok, on va refaire le même test que tout à l'heure. Si tout se passe bien, on doit avoir des ID différents. Donc ici, je suis au niveau du... Le delete, c'est au niveau du composant parent. Le detail, c'est au niveau de l'enfant. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, donc, nous avons différentes instances du composant. Donc, vous allez voir que si je fais ceci et que je mets même un breakpoint ici, ça, je suis allé trop loin. Je vais laisser ça pour ne pas aller trop dans les détails. En fait, ici, vous allez voir que nous avons des ID qui sont différents. Pourquoi? Parce que nous avons un service qui est d'abord créé de façon globale, générale pour l'application, qui est celui qui se trouve sur le delete ici. Donc, c'est lui le 1. Donc, on voit même que ça a été créé la première fois. Et le second se trouve sur le composant list que nous avons ici. Ce qui fait que lorsque nous cliquons sur Details, donc les ID sont différents. Donc, à chaque fois que je vais cliquer ici, en réalité, c'est le second service qui est appelé. Et lorsque je clique là, c'est le premier service qui est appelé. Donc, c'est la différence qui est entre les deux. Et ça peut vous poser des problèmes dans une application si vous ne maîtrisez pas bien ce concept, quoi. Donc, j'espère au moins que vous l'avez appris à travers l'exemple que j'ai fait. Donc, ce que nous allons faire, nous venons de passer d'une minute le temps qui nous est alloué. Et je vais essayer d'aller jusqu'à 15 minutes en plus pour pouvoir boucler ce que j'ai prévu vous partager dans la session d'aujourd'hui, si vous le permettez. Donc, du coup, si vous le permettez, faites-moi un OK ou un petit pouce pour que je sache que c'est bon. OK, OK. Donc, du coup, c'est bon. Donc, on peut continuer. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était juste pour expliquer la différence entre la façon de provider les services. Et ça, je le dis encore une fois, c'est une question d'entretien qui est important et qui fait la différence entre le développeur qui maîtrise ce qu'il fait et le développeur qui écrit juste les choses. Et ça peut vous faire même casser votre application sans le savoir, parce que imaginez si vous avez un service d'authentification, vous devez avoir un service qui est un singleton. Maintenant, imaginez que vous faites une erreur comme ça. Donc, ça veut dire que c'est pas la même instance du service d'authentification que vous aurez dans toute l'application, mais vous aurez des instances différentes. Donc, du coup, ça, je vais juste laisser ce commentaire ici pour que lorsque vous reprenez le code, que vous puissiez tomber sur cela et faire l'implémentation et faire des tests avec. Donc là, j'ai parlé de la première façon de faire qui consiste à utiliser le service de cette façon. Et la seconde façon de faire, c'est de faire inject ici. Donc, je peux enlever ceci. Déjà, si je fais ceci, euh, si je mets ceci en commentaire, ok. Donc, la deuxième façon de faire, c'est de faire ceci. Je vais l'enlever d'ici, vu que nous n'avons pas vraiment besoin. Je vais plutôt le faire de l'autre côté pour montrer à quoi cela ressemble. Contact list, on n'a pas besoin de ça. Ok, donc la deuxième façon de faire, c'est d'utiliser l'inject. Et c'est la façon de faire qui est très utilisée actuellement parce que c'est plus simple. Donc, pour injecter le service, il me suffit de refaire ceci. Donc, je vais créer d'abord mon service ici.
et dire que c'est un service, et je fais ceci, inject comme ça. Donc, je mets juste le nom ou la clé d'injection de token. Donc, si je vois le inject, on me dit inject, sa signature, c'est que c'est une méthode ou une fonction qui accepte un token. Donc, le provider token que je l'ai fourni ici. Donc, si je fais ceci et que je reteste mon application, normalement, il ne doit pas avoir d'erreur. Et lorsque je clique sur le delete, je vais voir le 1 qui apparaît ici. OK, ça c'est bon. Donc, du coup, on s'est dit que tout ça, c'est bien, mais c'est pas intéressant parce qu'on coupe toutes les choses ici. Donc, l'idée de ce que nous souhaitons faire, c'est que l'injection de dépendance, ça force et ça permet de faire des choses de façon, comment dire ça, remplaçable. Et ça facilite les tests. Donc ici, ce que nous allons faire, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous allons faire un test où nous isolons la logique et nous mettons dans un service. Nous allons utiliser un tableau pour travailler. Mais demain, vous allez voir que lorsque nous allons passer à l'utilisation d'un vrai serveur derrière pour faire les appels et tout, donc du coup, ce composant ne saura même pas que nous avons changé des choses derrière, mais ce code va continuer toujours pas fonctionner. Mais ça, c'est quelque chose que nous allons découvrir progressivement avec les sessions à venir. Donc ici, je vais me contenter juste de déplacer la liste des contacts. Donc cette liste ici, au lieu de l'avoir ici, je vais maintenant le déplacer dans mon service. Donc je ramène tout ici. Tout ça, normalement, j'ai plus besoin de ça, mais je le mets en commentaire ou je le laisse pour lorsque vous allez faire les tests par vous-même. Donc je déplace d'abord la liste de mes contacts ici. Donc on va supposer que maintenant c'est un service qui est isolé. Donc, ça veut dire que pour pouvoir récupérer maintenant la liste des contacts, il faut faire appel à ce service et faire get contact. Donc, ce service va nous retourner maintenant un return. Donc, ça va nous retourner la liste des contacts. Donc, autre chose, c'est que nous pouvons mettre ceci en private pour que ça soit pas accessible directement de l'extérieur. Et il va devoir changer un peu la façon dont nous avons écrit les choses. Donc, on va aller progressivement. Au niveau du delete, pareil, nous allons déplacer ceci. Où je copie tout ceci. On va faire les choses progressivement. Donc, on a le get contact. Donc, l'idée, c'est comme si on avait un crudo final. Le on delete. OK, c'est toujours là. Donc, si je fais delete, donc ici, je peux faire avoir le get. Je vais remplacer ça par get all. Get all. Donc, on a le delete contacts. Bon, je ne vais pas me répéter ici en mettant des contacts, vu que nous sommes dans le contexte de contact déjà. Donc, j'ai le delete. On va supprimer les éléments de la liste. Donc, bref, c'est comme si on refaisait les choses, on redéplaçait toutes les choses ici. Donc, on peut faire également le get ici. Donc, si je fais get by ID, donc on va lui passer une liste et on va faire notre fameux find ici. Ici, ça doit être égal. Donc ici, c'est pas le contact, mais on va juste retourner l'élément en question. Et vu que nous voulons retourner soit l'élément en question, soit la valeur nulle, donc on va faire un truc comme ça, comme ce que j'avais fait, j'avais expliqué au début. Donc là, nous avons le get by ID qui nous retourne soit un contact, on va tricher ici, qui nous retourne soit un contact, soit la valeur nulle. Là, c'est bon pour le typage ici. Ici, ça ne nous retourne rien, ça fait juste la suppression. Donc, on fait un void ici. Le getAll, ça nous retourne la liste des contacts. Donc, on aura contacts comme ça. Donc, on vient de mettre en place un service qui va nous permettre de récupérer les éléments, d'effectuer la suppression et tout. Donc, ce que nous allons faire ici, au lieu de dépendre du contact que nous avons initialement,
on va maintenant dépendre de ce service. Donc, du coup, je restaure dans un premier temps mon contact ici. Et je vais dire que c'est une liste de contacts avec S. Et qu'au début, à l'initialisation, c'est un tableau qui est vide. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Déjà, ici, si on regarde le code, on va voir que l'interface sera cassée. Donc, on va réaliser les différentes implémentations en utilisant le service que nous avons injecté là. Donc, la première fois, lorsque l'utilisateur arrive sur la page, ce que nous allons faire au niveau de notre constructeur ici, c'est que nous allons faire 10.contact. On va lui affecter les valeurs provenant de notre service. Donc, je fais ici 10, notre service, faire un get all. Donc déjà ça, nous allons tester pour voir si ça marche au moins. Donc si quelque chose s'affiche sur l'interface, c'est que ça marche bien. Donc on voit que ça marche. Le cas du show details. Donc lorsque l'utilisateur va faire appel à show details, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous n'avons plus besoin de ça. Donc ça veut dire que tout ceci, on peut maintenant le faire au niveau de notre... on peut faire ça en faisant appel au service en question. Donc, je fais ici contact service. On fait get by ID. On lui passe l'ID en question. Donc, je fais ceci, je lui passe l'ID. Maintenant, vu que on sait que le get by ID nous retourne déjà la valeur nulle, donc on n'a plus besoin de faire cette gymnastique. Donc, je peux directement faire ceci. Au lieu de faire des gymnastiques, je peux enlever tout ceci et affecter la valeur directement ici, dans mon courant. Et le cas du delete, pareil. Donc, dans le delete, qu'est-ce que nous allons faire ici? Déjà, il faut qu'on fasse dans un premier temps. Donc, on va faire progressivement. Donc, déjà, on va faire appel à notre service en question. Donc, on fait dans un premier temps c'est le delete. Donc, on fait delete. Donc, c'est un delete by ID. On passe l'ID ici. Donc, ça va se charger juste de faire une suppression. Donc, après avoir fait la suppression, si c'est vers un serveur, donc du coup, il faut qu'on affecte la nouvelle valeur maintenant dans les contacts. Il faut qu'on mette à jour la liste des contacts. Donc, cette liste, pour pouvoir récupérer cela, on va refaire appel à notre service, contact service, et faire un get all. Donc, ça va nous donner la nouvelle liste qui est à jour. Donc, on peut enlever ceci. Et après, le current contact aussi, on met la valeur nulle pour pouvoir le reset. Donc, on va voir si tout ceci marche comme avant. J'actualise ma page ici. Je fais details, ça marche. Je fais details, ça marche. Details, c'est bon. Donc, je fais delete, ça supprime l'élément. Delete, ça supprime l'élément. Donc, voilà, on vient de mettre en place un service. L'avantage de ce que nous avons fait tout à l'heure, c'est que ça nous a permis d'isoler la logique ailleurs. Donc, ça veut dire que demain, si nous voulons, ou bien lors des tests même, nous pouvons injecter un autre service à la place ici pour pouvoir gérer on peut injecter un autre service à la place ici pour pouvoir gérer les suppressions et tout ça. Et pourquoi cette façon de faire est la bonne? C'est parce que nous faisons juste appel à des méthodes. Demain, s'il y a des choses qui changent, on vient au niveau du service pour effectuer la modification et ça passe. Et autre chose, c'est que lorsque nous allons voir, vous allez supposer par exemple que c'est des appels serveurs que nous faisons, on peut changer cela, tout ceci ici, sans toucher à notre composant. Et le composant ne saura même pas qu'il y a eu des changements et tout va continuer par fonctionner. Et si nous voulons demain implémenter un autre service, on peut prendre ceci et implémenter, créer par exemple une interface qui sera implémentée par ce service en définissant, l'interface va définir juste ces méthodes. On peut le donner à une autre équipe qui fera l'implémentation. Après, on va juste l'injecter et remplacer le service que nous avons.
Donc, c'est l'avantage d'utilisation générale des services, qui est le fait de pouvoir remplacer les dépendances de façon très facile. Maintenant, ceci nous amène au dernier point avec lequel je vais clore cette partie. C'est la différence entre ce que nous appelons les smarts et les dumb components. Vous l'aurez remarqué, lorsqu'on structure une application, on utilise généralement deux types de composants. Nous avons des composants qu'on appelle des dumb components ou des representational components, qui sont des composants qui vous permettent juste de réaliser l'affichage. Donc, c'est des composants qui ne contiennent pas de logique. Donc, pour l'exemple que je pourrais vous donner, sur notre interface ici, nous avons deux types de composants que nous utilisons. Nous avons d'abord cette liste d'éléments. Vous allez voir que lorsqu'on regarde dans le code de ce composant, si on regarde le code du contact list, vous allez voir que ce composant, en réalité, la seule chose que ce composant fait, c'est juste de l'affichage. C'est-à-dire qu'il prend des données de l'extérieur à travers les contacts et puis l'affiche. Donc, il ne fait rien à part cela. Et même lorsqu'on clique sur des boutons pour pouvoir faire des actions, il ne fait rien. Il envoie juste vers l'extérieur des informations, mais sans une action particulière. Donc, il n'interagit pas avec un service pour faire quoi que ce soit. Donc, ce type de composant, c'est ce qu'on appelle les dumb components. Donc, dumb, c'est so. En français, c'est so ou la personne qui n'est pas intelligente. On parle de smartphone et de dumb phone. En fait. Les smartphones, c'est des portables qui sont intelligents. Les anciens téléphones, on ne pouvait pas se connecter à Internet avec, faire des choses intéressantes avec. Donc ça, les composants qui ne contiennent pas ou qui n'injectent pas des services ou de la logique, on les appelle des dumb components. Donc c'est le même cas avec ce composant dont le but était juste de prendre en compte, en paramètre des données d'un contact et de l'afficher. Donc ces deux composants représentent ce qu'on appelle des dumb components. Mais les smart components, c'est des composants qui contiennent de la logique. Et généralement, on appelle logique des composants dans lesquels on voit des injections de services. Donc, si je prends le app components, qui est notre composant racine ici, vous allez voir que au niveau de ce composant, par contre, on injecte un service pour pouvoir faire un travail donné. Donc, vous allez voir que ce composant, lorsqu'on voit la partie HTML, il prend deux autres composants ici, et c'est lui qui gère c'est lui qui fait la coordination de ces deux composants. C'est-à-dire qu'il prend ce composant qui n'est pas intelligent, il lui donne juste des données à travers le contact, ce composant, il affiche. Et ce composant, pareil, il lui donne des données, il affiche. Mais ces deux composants, ils ne savent rien de ce qui se passe à l'extérieur. Mais la personne qui est au courant de tout ce qui passe à l'extérieur, qui fait l'orchestration et tout, c'est ce composant AppRoots, et c'est lui qui communique avec le service pour pouvoir faire les choses. Donc c'est lui qui est smart, c'est lui qui est intelligent. Donc c'est ce qui fait la différence entre les smart et les dumb components. Donc ça, c'est un pattern aussi qui est très utilisé lorsque vous voulez bien structurer votre application. Et si je reviens sur ce que je disais au début, qu'on va restructurer tout cela, c'est que lorsque vous prenez un projet, il y a deux façons de nommer les choses. Soit vous verrez, certains composants seront nommés page ou UI. Donc, UI, c'est pour les composants qui ne sont pas intelligents, qui ne contiennent pas de logique. Et comme exemple de ces composants, vous avez les composants qu'on vient de voir ici. Donc, du coup, si je me réfère un peu à cela, c'est des composants qui sont réutilisables en quelque sorte. Donc, vous pouvez les réutiliser comme vous voulez en leur passant juste des données telles qu'on le fait pour des fonctions. Donc, si je reviens ici, vu que nous sommes au niveau de la fonctionnalité contact, dans la pratique, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on va créer un dossier comme ça, qu'on va nommer UI, qui va contenir tout ce qui est dumb components, et nous devons créer également un dossier que nous allons nommer, c'est nommé page ou smart, comme vous voulez. Donc, vous pouvez le nommer comme ça, ou smart, comme vous voulez.
Parce que les pages, c'est également les composants qui sont routés généralement. Donc, à vous de voir le nom que vous donnez. Donc, il y a certaines personnes qui nomment ça simplement component comme ça. Component, donc en fonction du projet ou de la boîte dans laquelle vous travaillez, vous verrez certaines personnes nommer ça de cette façon. Donc, il y a certaines personnes qui vont plus loin, ils font ceci. Donc, c'est à l'intérieur maintenant qu'ils créent les smart et les dumb components. Donc, vous pouvez avoir smart comme ça. Donc, à vous de choisir ce qui vous va le mieux. Donc, ici, le UI que j'ai créé, je vais juste le déplacer dans mes components ici. Donc, on aura un second. Dans ce cas, je vais nommer ça smart, juste comme ça. Donc, ça contient les composants qui contiennent de la logique. Et vu que ces deux composants que nous avons n'ont pas de logique, donc je peux les déplacer ici dans UI. Je fais yes pour qu'il me mette à jour les choses. Je fais pareil ici. UI également. Ok, je fais la mise à jour également. Donc, je m'attends à ce que j'ai les deux. Ah, j'ai fait une erreur ici. Ça, je devais le mettre au niveau de contacts. Ça, c'est mon éditeur qui me joue des tours. Donc, j'ai mon UI, j'ai contact à l'intérieur. Et à l'intérieur, je veux également mettre dans mon UI ce composant pour que les deux soient au même niveau. Il y a mon éditeur qui déconne un peu avec moi. Ok, je vais juste faire ceci. Couper. Je fais UI. Paste. Ok, j'ai mon UI ici, j'ai mon contact list, j'ai mon contact details qui sont dans le UI, c'est bon. J'ai mon component qui contient les deux. Pourquoi j'ai encore un contact list ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Contact list. J'ai mes deux éléments, ok. Je reste celui-ci. Replace. Je crois que je vais mettre à jour les différentes dépendances. Euh, je vais finir avec la structuration du projet avant de mettre à jour les choses. Donc, du coup, je disais tout à l'heure que nous avons components qui va recouper tous les composants. Donc, on aura le smart pour les smart components. Nous n'en avons pas ici. Nous avons le app, mais nous n'allons pas placer le composant route ici, vu que lui se trouve déjà à la racine. Et nous avons le UI qui contient les différents composants UI. Donc, c'est bon pour les composants contact list. Ça, je peux supprimer ce dossier si je ne me trompe pas. OK. J'ai UI, contact list. OK, ça c'est bon jusque-là. J'ai mes services qui sont là. J'ai mon modèle. OK. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est juste de remettre en place les imports. Donc, je vais supprimer les imports et les ramener vu que les dossiers, tous sont changés. Donc, il suffit de refaire les bons imports ici pour qu'on ait quelque chose de potable. Donc là, j'ai le service ici qui doit être injecté. Donc, j'ai les erreurs qui ont disparu dans ce fichier. OK. Au niveau de test également, parce qu'on avait un code qui faisait. OK. Je supprime ça. Donc, ça, c'est la structuration. C'est juste pour vous donner, partager mon expérience sur la partie gestion de dossier, quoi. Donc, c'est lorsque vous entrez sur des projets, il se peut que vous tombez sur ces structurations. Donc, c'est ce qui est utilisé beaucoup dans la communauté. OK. Ici, je vais juste changer. Même par ici. Euh,
contact. Ok. Il me reste quoi? Il y a une erreur ici également. Ok. Je vais juste gérer les imports. Ok. Je pense que il n'y a plus d'erreur. Oui, c'est bon, ça c'est bon, le service c'est bon. Au niveau de mon app components, c'est bon, app components, j'ai pas d'erreur. Ok, généralement, lorsque vous faites ce genre de modification, c'est mieux recompiler le, de recompiler comment dire ça, de recompiler l'application pour être sûr que vous n'avez rien cassé. Donc, on va juste recompiler cela. Donc là, la recompilation marche. On va tester si on n'a pas d'erreur dans la console et si tout fonctionnait comme avant. Donc, je fais détail. J'ai mon détail qui marche. J'ai le delete qui marche. Détail, c'est bon. Détail, c'est bon. Supprimer, c'est bon. OK. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous pour cette session d'aujourd'hui. Donc, l'idée, c'était de voir un peu l'utilisation des services. Donc, on est arrivé à le faire et on est allé même plus loin. Aujourd'hui, on a pu finir l'exercice final ensemble. Donc, ça nous permet la prochaine fois d'entamer directement avec quelque chose de nouveau au lieu de perdre du temps au début à corriger l'exercice. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous pour cette session.